darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain. 3, 2, 1. Quand on prend la parole, le contenu de notre message, ce qu'il signifie ce message, ne compte pas plus que la manière dont on dit ce message. La manière dont on articule est tout aussi importante. Le prestige des mots que l'on choisit peut être important. Ne pas buter sur les mots peut être important. Pourquoi ? Parce que les autres, c'est-à-dire les personnes très diverses que l'on rencontre en société, nous jugent sur notre manière de nous exprimer. Parler en société, discuter avec quelqu'un, poser une question à un autre, se présenter à quelqu'un qui distribue du travail, c'est accepter d'être jugé sur la manière dont on utilise la langue française. Elle n'est pas qu'un outil de communication, cette langue française. Elle est un outil de classement et de domination des uns sur les autres. Pour dire les choses autrement, plus je m'exprime de la même manière que les personnes de la société qui ont du pouvoir et des richesses, mieux je suis armé pour me défendre contre ces mêmes personnes, mieux je suis armé pour faire valoir mes idées et mes points de vue, ce qui ne voudra jamais dire que j'imite ces personnes ou que je me sens exactement comme elles, avec leurs envies d'écraser l'autre. Vous l'avez compris, on s'intéressera aujourd'hui à l'idée qu'on ne s'exprime pas uniquement en langue française ou dans une autre langue pour se faire comprendre. On utilise le français aussi pour tâcher de prouver qu'on sait s'adapter aux différentes situations de la vie, que ces situations soient ordinaires ou non. Il existe différents codes de parole en français pour différents contextes. Nous avons déjà découvert dans un cours précédent la notion de contexte. Pour le dire autrement encore, on va s'occuper aujourd'hui des variations sociales du langage, ce qui va nous faire revenir notamment sur la notion des registres du langage que l'on connaît souvent selon la différence entre le langage familier et le langage soutenu. Mais c'est un peu plus complexe que ça, comme d'habitude. Premièrement, je vous demande, dès que vous en trouverez le temps, à la fin de ce cours audio par exemple, de chercher sur Internet n'importe quelle vidéo d'un discours du président français actuel, Emmanuel Macron. Quand vous écouterez ce discours que vous avez sélectionné, mettez de côté le sens de ce qu'il dit. Ce n'est pas forcément le plus important à mon avis, et focalisez toute votre attention sur la manière dont il s'exprime et sur les mots qu'il choisit. À votre avis, qu'est-ce qu'on apprend sur la personne qui parle rien qu'à travers son discours? Qu'est-ce qu'on apprend sur Emmanuel Macron, le président, quand on l'écoute? Dans un discours officiel, les questions se suivent. Quel est son niveau d'études? Cherche-t-il à prouver qu'il est à sa place de président quand il parle? Dans quelle position vous sentez-vous en l'écoutant? Êtes-vous impressionné? Préfériez-vous qu'il utilise des expressions comme « c'est nimp » ou « c'est v'là relou » ? Voilà des grandes questions. Je peux vous assurer qu'à chaque discours présidentiel, il est important que Macron rappelle, par sa manière de s'exprimer, qu'il a reçu une bonne éducation, qu'il utilise une version du français, une version prestigieuse du français, qui donne une allure presque royale à son expression. On dira alors qu'il légitime sa fonction, c'est-à-dire qu'il prouve qu'il a mérité sa place dominante dans la société. En tout cas, sa manière de s'exprimer cherche à le prouver.
De manière générale, les personnalités politiques qui contrôlent un pays dominent plus les autres par leur langage que par leur capacité à bien agir pour la population entière. Mais c'est évidemment un autre débat, ça. 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. Cette longue introduction avait pour objectif de nous plonger dans les eaux très agitées des rapports, des relations entre la société et sa langue, la langue française dans notre cas. Je vais vous proposer aujourd'hui, sous la forme d'un petit exercice de réécriture, de travailler sur l'adaptation sociale de nos discours, de nos paroles, de nos expressions. Chaque fois qu'on s'exprime en contexte social, c'est-à-dire en société, c'est-à-dire au milieu d'autres personnes, il est très souvent souhaitable de prendre en compte les données de la situation. Le mieux, c'est que je vous propose 2 exemples pour que vous compreniez où je veux en venir. Ce sera beaucoup plus éclairant et moins abstrait. Premier exemple, tu es un élève de collège et toi et tous les camarades de ta classe pensez que dans une matière, peu importe laquelle, vous avez beaucoup trop de travail à fournir alors que vous ne recevez pas assez d'explications pour entreprendre ce travail sereinement. Tu décides d'attendre la fin d'un cours pour rencontrer individuellement le professeur qui enseigne cette matière et tu lui dis « Mais vas-y, c'est trop relou, on en peut plus, tu donnes beaucoup trop de taf mon gars. On pige R à tes cours et ça fait juste yesh tout le monde de bosser pour que tu nous foutes après des notes toutes pétées. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'est pas certain que ce discours de l'élève passe bien entre les oreilles d'un membre de l'institution scolaire. Il aurait été plus pratique, plus efficace certainement, d'utiliser un langage moins familier. Et ça ne veut pas dire que la colère qu'exprime l'élève n'ait pas de sens, ne soit pas légitime. Elle a sa raison d'être, cette colère. Mais en s'exprimant d'une manière qui pourra être décrite par le professeur comme vulgaire, l'élève risque d'être critiqué à son tour. Le problème qu'il exprimait risque d'être noyé sous cette critique de vulgarité. Les adultes s'occuperont beaucoup plus de sa manière de s'exprimer que du contenu de ce qu'il exprimait. C'est pourquoi, lorsqu'on veut exprimer une demande à quelqu'un qui a une position hiérarchique plus élevée que nous dans la société ou dans une institution comme l'école, il est utile, voire précieux, de maîtriser de mieux en mieux, au fil des années scolaires, le langage pratiqué par ceux qui ont des fonctions de commande et d'autorité, afin de jouer d'égal à égal, afin de ne pas vous faire diminuer. L'un des enjeux de votre apprentissage de la langue française, c'est que vous sachiez un jour comprendre et imiter la langue française pratiquée par tous vos interlocuteurs possibles, qu'ils soient riches, qu'ils soient moins riches, qu'ils soient des chefs, qu'ils soient des gendarmes, qu'ils soient des profs, qu'ils soient des juges, et ainsi de suite. C'est la meilleure manière possible d'exercer sa liberté en société et de ne pas se faire écraser par ceux qui utilisent la langue française pour faire croire qu'ils sont au-dessus des autres. I want to see the things in my heart. I know I feel. Deuxième exemple, pour illustrer cette notion de variation sociale du langage. Tu profites d'un mercredi après-midi pour retrouver tes amis au parc. Vous profitez de ce moment pour rire ensemble et vous ne cherchez pas du tout à être discret parce que vous êtes hyper content de vous retrouver pour passer un bon moment. Une femme adulte d'un certain âge, habillée d'une fourrure précieuse, s'approche de ton groupe avec un grand sourire, même si tu sens que ce sourire n'est pas tout à fait sincère. Cette femme prend la parole. « Wesh, les petits jeunes, je suis sûre que vous vivez votre meilleure life, mais ce serait tip-top si vous fermiez un peu vos gentilles gueules. Vous êtes tigeants les jeunes, mais vous êtes surtout relous. C'est comme ça que vous dites, relous? Merci les loulous, bisous !» Tout le monde dans ton groupe éclate de rire.
Mais c'est qui cette bourge? Pourquoi elle essaie de parler comme nous? C'est juste pas crédible. En effet, ce n'est pas crédible. Le discours de cette femme n'est pas crédible. Il ne passe pas. Le courant ne passe pas. C'est une chose de s'adapter à un contexte social de communication en choisissant sa manière de s'exprimer, et c'en est une autre de trop en faire. Parfois, pour mieux s'intégrer à certains groupes, on essaie d'imiter les personnes de ce groupe, sans trop bien maîtriser leur langage. C'est le cas de cette femme qui parle comme elle imagine que parlent les collégiens, ce qui la rend ridicule. On appelle ce phénomène d'exagération du langage l'hypercorrection. C'est très bien de savoir adapter ses manières de parler à chacune des situations de la vie, mais attention à bien ajuster sa langue française. Il faut rester simple et sincère. Il faut savoir privilégier un certain naturel. La simplicité est très importante quand on s'exprime, et c'est toujours un bon moyen de s'adapter à une situation de communication, même si on sent que la personne en face maîtrise une langue française différente, qu'elle soit plus prestigieuse, ou qu'elle soit la marque d'une appartenance à un groupe plus restreint de la société, plus réduit, comme la langue que pratiquent les collégiens, et qui n'est pas tout à fait la même que la langue qu'on enseigne par exemple dans les salles de classe. Le prestige ne fait pas tout, et n'effacera jamais le besoin de sincérité et d'honnêteté dans nos échanges de paroles. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Maîtriser la langue française, c'est en plus de connaître plein de mots et leur signification, savoir les adapter à la situation dans laquelle on s'exprime, sans pour autant en faire trop. On pourrait dire qu'il est important aussi de rester fidèle à soi-même quand on parle. Vous risqueriez d'être ridicule si vous décidiez du jour au lendemain de ne plus parler que comme Emmanuel Macron dans la cour de récré du collège. Imaginez bien que cet homme parle différemment quand il n'est pas devant les caméras. Je vous propose maintenant un petit exercice pour que vous vous entraîniez à adapter la langue française en fonction d'un contexte précis. Je vais vous demander de réécrire l'histoire fictive que raconte un élève fictif ou une élève fictive à ses amis de collège, en les retrouvant dans un parc un samedi après-midi. Il s'agira d'évaluer si la manière de raconter de cet élève fictif est adapté à la situation dans laquelle il parle. Si ce n'est pas le cas, je vous demande de réécrire cette histoire dans un français plus adapté, c'est-à-dire à votre manière, puisque vous êtes vous-même élève de collège. Voici l'histoire dont vous allez évaluer le registre de langage. L'élève prend la parole au milieu de ses amis. « Oh, mais quelle exquise sensation de goûter en cette fin de semaine votre compagnie, mes camarades adorés. Permettez que je m'empresse de vous narrer quelques péripéties de ma soirée d'hier soir. Cependant que je traversais notre chère contrée, le Rincy, sous les dernières lueurs de son crépuscule pittoresque, j'atteignais le lieu dans lequel j'allais concevoir le désir, l'ardent désir de me restaurer. Mélodie, cet infiniment chouette pourvoyeur d'assiettes dites grecques. On y badigeonne allègrement de sauces succulentes, des viandes complexes, et des frites à la dorure royale. Après avoir enseigné les tenanciers de l'échoppe merveilleuse quant à mon choix de mets et de crudités, je patientais diligemment sur le trottoir, impatient d'accéder bientôt à la divine satiété. C'est la conclusion de mon récit, chers amis, et j'espère infiniment qu'il aura su vous distraire. Il est très possible que vous deviez utiliser un dictionnaire pour réécrire ce texte dans une forme plus naturelle, mieux adaptée à la situation d'un échange entre amis du même âge. C'est à vous de jouer, adapter ce bout de récit que je viens de vous lire. Pour conclure, n'oubliez pas ceci. Plus vous aurez acquis de manière variée de vous exprimer en langue française au sein de la société, plus grande sera votre liberté de circuler entre tous les groupes qui composent cette société française. Vous agrandirez votre liberté de circulation. C'est très pratique pour se développer sereinement en tant qu'individu. Je vous dis à tantôt. Sometimes life becomes
feel.